Salut les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien, malgré le tumulte, malgré l'orage, malgré la tempête que nous traversons à l'heure actuelle sur les marchés, notamment le marché des crypto-monnaies, hein, notre marché préféré. C'est ce qui fait la beauté et le charme de ce marché, hein. C'est la volatilité justement, c'est pour ça qu'on est là. Il faut être prêt à assumer les risques, même si bon, des fois c'est pas facile. Donc pour info, là je m'enregistre, donc on est mardi soir, hein. Je vais programmer cet audio pour qu'il sorte demain dans la journée. Si ça se trouve, la situation se sera totalement retournée, ça ira mieux. Mais à l'heure actuelle, c'est pas trop le cas. On serre un peu les dents. On serre un peu les dents et dans tout ça, ben moi je vous sors un petit podcast pour vous expliquer ce qu'est Ethereum. Donc si tu es un néophyte, ben bienvenue. Ben, tu as raison de commencer ton parcours en investissement et en crypto-monnaie notamment, ben, par ces petits podcasts qui t'expliquent dans quoi tu t'apprêtes à investir quand même. Et si tu connais déjà le sujet, ben, bienvenue à toi aussi. Et un petit rappel, ben, c'est toujours ça de prix. Donc, les amis, je commence sans plus tarder. Donc, on va faire un bond dans le temps. Nous sommes en 2013. En ce qui me concerne, j'ai 19 ans. Je viens d'avoir le bac. Et il y a un petit groupe qui sortent un livre blanc où ils y émettent l'idée que la blockchain, plus que d'enregistrer des transactions, peuvent aussi exécuter du code, héberger des applications et stocker des données. En gros, exécuter n'importe quel type de calcul. Et en fait, quelques années après, en 2015 voit le lancement d'Ethereum par Vitalik Buterin notamment, ainsi que par d'autres personnes, donc notamment Charles Hoskinson, qui plus tard aura fondé Cardano, et d'autres encore, même le fondateur de Polkadot y était, il me semble. Ils se sont tous fâchés ensuite, et c'est Vitalik Buterin qui est resté donc à la tête de Ethereum, donc qui fonctionne avec sa propre blockchain. Alors il faut savoir, ça je ne l'avais pas expliqué lors de mes précédents podcasts, il faut savoir que quand une crypto-monnaie fonctionne avec sa propre blockchain, une unité représentative de cette crypto-monnaie s'appelle un coin. Une unité de Bitcoin, c'est un coin de Bitcoin. Une unité de, je sais pas moi, Chainlink, c'est un token de Chainlink. Les crypto-monnaies n'ayant pas leur propre blockchain sont représentées en termes d'unité par des tokens. Après, par abus de langage, on a tendance à dire token pour toutes les crypto-monnaies. Ouais, j'ai tant de tokens d'Ethereum et tout, mais en fait, non. Ça, c'est pour ta culture, tu vois, c'est pour ta science. C'est pour que tu saches. Quand une crypto-monnaie dispose de sa propre blockchain, c'est des coins. Voilà. Donc, elle a été lancée Ethereum avec sa propre blockchain, ainsi que la technologie naissante des contrats intelligents ou smart contracts. Faut s'habituer aux anglicismes. Moi-même, je déteste les anglicismes. Mais voilà, dans les marchés financiers, dans le monde de la tech, de la blockchain, de l'investissement, du trading, il y a des anglicismes à tort larigot, donc voilà, faut qu'on s'adapte. Donc, que sont les contrats intelligents ou smart contracts? Ce sont des mini-apps résidant sur la blockchain. Elles sont capables d'observer des règles et de déplacer de l'argent, des données ou d'autres actifs en conséquence. En gros, elles ont des adresses où on peut leur envoyer des commandes pour les mettre en action, comme des sortes de distributeurs. Tu vois, des distributeurs automatiques. Sauf que là, au lieu d'être dans le métro, ben, tu es sur la blockchain et voilà, tu insères de l'argent pour obtenir un article prévisible. Imagine par exemple un jeu où l'on envoie 20 dollars en Ethereum, donc en ETH, à l'adresse d'un contrat intelligent la veille d'un match de football par exemple, avec un message indiquant quelle équipe l'emporterait. Les joueurs soutenant l'équipe gagnante remporteront l'argent, ils remporteront le pari. Le smart contract aura été programmé pour ça. Voilà. Et ce,
sans banque, ni institution, ni, ni quelconque instance qui vérifierait quoi que ce soit le bon déroulé derrière. C'est vraiment la blockchain avec les smart contracts qui s'occupe de ça. Et là, les amis, excusez-moi, hein, pardon, mais c'est le moment de liker en masse l'audio, car même s'il s'agit que d'un podcast que tu peux écouter en faisant n'importe quoi, là je pense quand même apporter de la valeur. En fait, ce que je reproche à beaucoup de youtubeurs, même si j'ai appris avec beaucoup d'entre eux, mais ce que je leur reproche, c'est que souvent dans leurs explications, ils partent un peu du principe que tout le monde connaît déjà les termes. Tout le monde sait déjà c'est quoi une blockchain, un contrat intelligent, les altcoins, le bitcoin, Ethereum et tout. Tout le monde sait faire la différence entre tout. Bon, en ce qui me concerne, je préfère d'abord tout vous expliquer et ensuite on passera à l'analyse du marché, tout ça. Quand tu te seras familiarisé avec les termes, tu vois. Donc, likez, abonnez-vous les amis, n'hésitez pas à partager autour de vous car là on casse la baraque tous ensemble. Et ce malgré le tumulte. Donc, je continue, car il faut quand même nuancer un petit peu hein, ce que je vous dis là. C'est vrai que les smart contrats tout seuls, ça ne s'adapte pas aux situations inattendues. Par exemple, si le match est reporté, ou alors s'il y a de la triche et de l'annulation des paris et tout, en fait, un contrat intelligent, ça fonctionne vraiment de manière robotique et automatique. Il n'y a rien d'intelligent derrière, il n'y a rien de réellement contractuel. Tu vois. Cela dit, cette technologie des contrats intelligents a permis l'émergence des applications décentralisées ou d'e-apps, qui sont justement créées à partir du regroupement de contrats intelligents. Voilà, c'est comme une genre de collection de contrats intelligents autonomes qui se parlent entre eux et qui fonctionneraient un peu comme une horloge, mais sans intervention humaine, quoi. Genre, par exemple, on pourrait imaginer YouTube en application décentralisée où on aurait recréé les fonctionnalités, donc tout ce qui est collecte d'argent auprès des annonceurs, paiement des créateurs de vidéos, signalement de droits d'auteur, etc. Mais sans la société YouTube derrière. Tu vois. Donc c'est intéressant. Mais là encore, il peut y avoir, voilà, enfin, on ne peut pas se fier aux algorithmes à 100%. À cause des limites dont je t'ai parlé tout à l'heure, des contrats intelligents. Ce qui veut dire que les applications décentralisées, c'est une bonne alternative aux intermédiaires, mais pas encore suffisante à l'heure actuelle pour s'en débarrasser totalement, tu vois. Je t'invite à réécouter mes deux précédents podcasts, notamment celui sur Bitcoin et la technologie blockchain, où je t'explique, voilà, je sais pas si tu te souviens, la technologie blockchain, le genre de registre informatisé qui fonctionne de manière désintermédiée, de pair à pair et tout ça. Donc voilà, pour plus de détails encore, je t'invite à réécouter ou écouter si ce n'est déjà fait ce précédent podcast. Donc, les amis, Ethereum a fait une très grosse performance en 2021. Il a fait un énorme bull run. Il a fait une énorme, une énorme perf. À tel point qu'il y en a qui sont tombés amoureux de cette crypto-monnaie. Il y en a même qui sont devenus maximalistes d'Ethereum. Au lieu d'être maximaliste du Bitcoin, comme c'est le cas de manière classique, hein, un maximaliste, c'est pour rappel, parce que je l'ai expliqué ça aussi dans mon précédent podcast, c'est quelqu'un qui ne jure que par Bitcoin. Bah, il y en a qui ne juraient que par Ethereum. Sauf qu'il faut dire que le cycle actuel a été beaucoup plus difficile pour Ethereum. Beaucoup plus. Au mois d'avril encore, Ethereum était retombé quasiment à ses niveaux de bear market. C'était retombé à 1400-1500 $. Il y en a qui parlaient d'Ethereum comme du nouveau Nokia. Même sur Twitter, sur les réseaux sociaux, on voyait des petites images se balader avec d'un côté le graphique d'Ethereum et d'un côté le graphique de Nokia. Et en fait, on voyait qu'il y avait une petite ressemblance. Sauf qu'Ethereum nous a fait une remontada. Alors actuellement, le marché corrige, donc Ethereum corrige aussi, hein, évidemment.
Mais il a quand même fait une belle remontada. Il a même tapé son précédent ATH de 2021, au-dessus des 4 900 $. Alors il a juste méché au-dessus, hein. Mais si vous voulez mon avis, Ethereum nous fait une Bitcoin 2024. Si tu étais là déjà l'année dernière sur le marché, si tu t'en rappelles bien, vers mars-avril 2024, Bitcoin avait tapé légèrement au-dessus de son ATH de 2021 avant de faire un long range bien embêtant, hein, pour ne pas employer des termes, hein, qui en a fait capituler plus d'un, genre pendant 6 mois, jusqu'à octobre, novembre à peu près, avant de monter au ciel, avant de littéralement monter au ciel en novembre quand Trump a été élu. Bah, moi je pense qu'Ethereum, voilà, il est dans cette phase de long range après avoir méché au-dessus de son précédent ATH. Et dès qu'il y aura une nouvelle phase haussière, eh bien, Ethereum va s'envoler vers de nouveaux sommets. D'accord? En tout cas, voilà, c'est ce que je pense et je l'espère aussi. Ce qui est sûr et certain, de mon côté, pas de conseils financiers sur cette chaîne, c'est qu'Ethereum sera encore là dans 10 ans. Ça, j'en suis convaincu. Alors, toujours numéro 2, moi je ne ferai pas l'erreur d'être maximaliste Ethereum. D'ailleurs, je ne suis pas maximaliste tout court, même du Bitcoin, mais si je devais être maximaliste, ce serait plutôt maximaliste Bitcoin, hein, je ne vais pas te mentir. Maintenant, Ethereum, ben, je profite de chaque dip pour en accumuler un peu, comme à l'heure actuelle. T'es pas obligé de faire comme moi. Et ben écoute, ben voilà, je fais ça et je pense qu'il sera encore là dans 10 ans, mais peut-être pas numéro 2 non plus. Peut-être qu'il va se faire flip, comme on dit, qu'il va se faire dépasser par un autre acteur. Je dis ça comme ça, genre peut-être XRP, peut-être euh, ma préférée, Tao Bitensor. Il faudra que je vous parle aussi du Tao Bitensor, même si c'est pas un top 10, pour moi c'est un top 10 en devenir. Je me trompe peut-être, mais voilà, je vous fais part de mes convictions. Ou peut-être qu'il restera numéro 2, hein. Ethereum, voilà, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il sera encore là dans 10 ans, il sera encore top 10, même top 5, top 3 même. Voilà. Donc pour moi c'est une valeur sûre. Je vous ai dit dans mon précédent podcast sur les altcoins que 99% des altcoins n'existeront. Enfin, j'avais pas dit 99, pardon. J'avais dit 90 à 95% des altcoins actuels n'existeront plus dans 10 ans. C'est un peu comme les startups d'Internet des années 90-2000. Mais les rares qui resteront, ce seront les GAFAM de la blockchain. Bah, moi, Ethereum, je le vois vraiment comme un futur GAFAM de la blockchain. Bitcoin, c'est l'or numérique. Ethereum, c'est un GAFAM. C'est un set magnifique, tu vois. C'est le Nvidia de la blockchain. Ou le Microsoft, tu vois. Solana, c'est le Apple. Allez, le Nvidia, c'est Tao Bitensor. Ça, c'est pour moi, hein. C'est moi qui le pense. D'ailleurs, dis-moi en commentaire ce que tu penses d'Ethereum, ce que tu penses de Tao, ce que tu penses de ce que voilà sera le marché des crypto-monnaies dans 10 ans. Pour toi, si tu as trois altcoins, allez, trois altcoins qui devraient rester dans 10 ans, on va pas parler de Bitcoin, bien sûr que Bitcoin sera là dans 10 ans. Inch'Allah, hein, si Dieu le veut, comme on dit chez moi. Mais évidemment que Bitcoin sera là dans 10 ans. Maintenant, n'hésite pas à me dire en commentaire quelles sont les trois crypto-monnaies que tu penses qui seront encore là dans 10 ans, hormis Bitcoin. Je serais bien curieux de savoir. Et donc voilà, hein, je pense avoir tout dit sur Ethereum. Donc un petit mot de la fin, hein, comme je le disais tout à l'heure, les temps sont durs, mais je suis content. Je suis content car si la tempête passe, je pourrais dire que je serais revenu dans le game à un moment où on était encore incertain. Ce serait trop facile de revenir quand tout est au vert,
quand ça y est, c'est l'euphorie, c'est le bull run et voilà, tout le monde est content. Non, moi j'ai envie de montrer que je suis là, même dans les deux moments difficiles. Et je vais te dire une chose, je vais me mouiller. Je pense qu'on est toujours haussier. Je peux me tromper, bien évidemment. Mais je pense qu'on est toujours haussier. Et quand bien même je me tromperais et on serait bear, et on irait en bear market, eh ben je serai encore là pendant le bear market et on se serrera les coudes ensemble, les amis. Voilà. Avant qu'il n'y ait tous les moutons là qui arrivent. Bon. Donc voilà, hein. Et ça c'est pour répondre aussi à la personne qui m'a accusé de pleurnicher dans les commentaires de mon précédent audio. Je ne pleure pas, cher ami. Je ne pleure pas, au contraire. Faut pas s'arrêter au titre, faut écouter ce que je dis aussi, hein. Après, l'avantage, comme je fais des podcasts actuellement, hein, bientôt je vais faire des vraies vidéos, mais comme là c'est sous forme de podcast, tu, tu peux m'écouter en faisant autre chose, hein. Tu peux m'écouter en faisant ton footing, tu peux m'écouter au taf, tu peux m'écouter en cuisinant, voilà. Hein, ça ne te coûte rien de m'écouter, donc voilà, on va se serrer les coudes tant que les temps sont encore difficiles. Et n'oubliez pas, la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux hommes entreprenants. Et tout réside dans l'art de repérer les opportunités avant que celles-ci ne deviennent évidentes aux yeux de tous. Donc encore une fois, likez les amis, abonnez-vous, partagez. Et n'oubliez pas ça aussi, j'ai failli oublier, mais vous ne devez pas oublier, ce bon vieux Max Invest ne retournera jamais sa veste. Allez, ciao ciao, bye bye.